Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bienvenue sur ce dernier webinaire des live sessions. Merci à notre partenaire Salesforce d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Alors, sur ce dernier webinaire, on va parler du thème de la continuité économique et notamment comment développer de nouveaux modèles économiques dans l'assurance avec Altima Assurance du groupe Maïf. Donc, nous accueillons ce soir Vincent Fournier. Donc, Vincent Fournier de Salesforce. Vincent, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour, je vais être bref. Vincent Fournier, donc je suis directeur commercial de Salesforce sur le segment de l'assurance en France. Bon, ça fait 5 ans que je suis chez Salesforce, donc j'ai eu l'opportunité de connaître quelques acteurs du bassin niortais. En l'occurrence, je suis très heureux de faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. Merci Vincent. Et puis Nicolas Percé d'Altima Assurance. Bonjour à toutes et tous, merci Bonjour. d'être présent parmi nous. Donc Nicolas Percé chez Altima, j'ai en charge plusieurs activités, la DSI et la relation client. Donc les équipes qui gèrent les contrats, les souscriptions et les sinistres. Très bien, merci Nicolas. Et enfin, Jean-Marc Delerue de Salesforce également. Alors de Mulsoft plus précisément, du groupe Salesforce. Merci pour votre accueil. Donc voilà, moi je suis dédié sur une partie de l'offre Salesforce. Effectivement, j'occupe la responsabilité de directeur commercial sur un certain nombre d'industries, dont l'industrie des assurances. Et j'en profite pour remercier Nicolas d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre compagnie à ce webinaire. Bon webinaire à vous. Merci. À tout à l'heure. Alors Nicolas, on va démarrer sans plus attendre. D'abord, merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Première question particulièrement originale, on va parler d'Altima. Peut-être que la première chose à faire, c'est peut-être de présenter Altima. Avec plaisir, merci beaucoup. Donc Altima dans le paysage de l'assurance, c'est une société qui a maintenant 20 ans. On a fêté nos 20 ans en décembre dernier, qui a été créée, je dirais à l'origine plutôt des mutuelles du GEMA de l'époque. Donc nos mutuelles marraines étaient la Maïf, bien sûr, qui est notre actionnaire aujourd'hui, mais aussi la Matmut, la Massif et toutes les petites mutuelles du GEMA de l'époque. L'idée, la genèse de l'histoire, si on peut faire court, parce que 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses, c'était de déployer, de créer des offres d'assurance en B2B2C pour les réseaux de distributeurs automobiles, pour les concessionnaires automobiles. Donc l'idée, c'était vraiment de créer des produits d'assurance et de les déployer dans les réseaux de concessionnaires automobiles. Voilà, ça, c'est ce qu'on a fait pendant une douzaine d'années. Jusqu'en 2012. Et parallèlement à ces activités-là, vraiment centrées sur l'auto, on a développé toute une gamme de produits sur la multirisque habitation, les gammes de propriétaires non occupants, qu'on a commercialisé et qu'on commercialise toujours avec nos partenaires Gallian, qui était le gérant du fonds FNAIM à l'époque, et avec qui on a également un partenariat avec Citia Immobilier, donc Citia qui est un réseau majeur d'agences immobilières en France. Voilà, dans les grandes lignes, un peu les activités historiques d'Altima. On a donc, je le citais précédemment, été racheté par Maïf en 2015. Alors pourquoi on a été racheté par Maïf en 2015? Pour plusieurs raisons. La première, et je dirais celle qui fait un peu la raison d'être d'Altima aujourd'hui, c'est la capacité pour une entreprise somme toute modeste en taille, on regarde de nos mutuelles actionnaires de l'époque et on regarde de la Maïf, d'être en capacité de lancer des offres d'assurance sur plusieurs créneaux de distribution et de manière assez rapide et assez agile. Donc c'est vraiment un des points clés qui sous-tend la stratégie de Maïf, c'est vraiment comment on peut déployer des offres d'assurance de manière très rapide. Donc ce qui nous a permis très rapidement, dès le rachat par Maïf, et c'était vraiment un des engagements forts qu'on avait pris à l'époque avec la direction générale, de lancer une activité flotte automobile en moins de 6 mois, de lancer une activité innovante 4+2 qui 4 pour 4 roues, 2 pour 2 roues, qui permettait à des assurés de combiner sa couverture d'assurance en fonction de l'utilisation des véhicules qu'ils allaient faire. Et puis plus récemment, d'orienter notre distribution de produits vers de l'assurance à la demande, à l'usage,
notamment en développant une offre complètement révolutionnaire qui est sortie en juillet 2018, qui a fait la une des médias à l'époque, l'offre assurance à la minute, qui nous permet de mesurer les minutes de roulage effectives, c'est des vraies minutes, on n'est pas sur du déclaratif, les minutes effectives de roulage de nos assurés et de leur offrir une couverture d'assurance complète, mais avec une tarification qui est vraiment adaptée à l'usage qu'ils font de leur véhicule. Voilà. Donc dans les grandes lignes, Altima, c'est vraiment trois grands métiers, si on peut résumer ça de la sorte. C'est B2B2C, c'est vraiment la capacité pour la société d'adresser des partenaires, distributeurs et d'apporter des solutions d'assurance complète. Ça, c'est le premier métier. Deuxième métier, c'est l'innovation. L'innovation, pas technologique, l'innovation assurance, être en capacité avec le groupe, parce que toutes les innovations qui ont été portées par Altima, bien sûr, sont travaillées avec la direction marketing du groupe Maïf, d'être en capacité de déployer, de tester, d'être un peu en avance de phase, de tester ces nouvelles offres d'assurance. Et puis la troisième, je citais rapidement tout à l'heure, c'est les flottes automobiles. Donc une distribution de produits flotte automobile sur deux marchés, deux segments de marché, les collectivités locales, plutôt distribution appel d'offres, marché public, donc collectivités locales et associations, grosses associations, et également le courtage, donc un autre segment de distribution, courtage avec là, c'est une activité qu'on a commencé à déployer l'an dernier en direction des entreprises, des flottes véhicules d'entreprises. Donc, Nicolas, là, par rapport à ce rachat et toutes les étapes que vous avez définies, est-ce qu'on peut, quel a été, enfin, en quelques mots, l'impact de ces évolutions successives, ces nouvelles offres, ces nouveaux marchés, pour Altima, pour l'organisation, qui a, j'imagine, beaucoup changé au passage, mais Ouais, alors l'organisation a effectivement été complètement revue. L'organisation, le système d'information, les manières de travailler. Le premier grand chantier qu'on a lancé en 2015, c'était se doter d'un nouveau système d'information. Donc Altima a son propre système d'information, alors on est autonome sur nos développements, nos achats, la stratégie du système d'information. On partage bien sûr avec la DIC Group, les choix technologiques, les choix d'urbanisation qui sont faits, on les partage parce qu'on peut bénéficier, ça c'est un atout qui a pas de prix, c'est de bénéficier de l'expertise du groupe Maïf. Donc ça c'est un premier point, c'est le premier grand chantier qui nous a conduit à peu près à 1 an et demi, 2 ans de travaux pour reposer les bases, je dirais des bases saines d'un système d'information propre à la société. Là, ça a été le premier grand chantier. D'avoir un socle assurance qui permette après de développer ces offres-là. Bon, parallèlement à ces chantiers-là, on a quand même lancé des offres, je tiens à le rappeler. On s'est payé le luxe de faire une migration complète du système d'information. Donc, on a repris une quinzaine d'années d'historique au complet, contrat, sinistre, opération financière, mais en lançant des offres pour le compte du groupe, donc les flottes et puis 4+2 à l'époque. Ça, c'était le premier chantier. Deuxième chantier, ça a été de revoir aussi la manière d'aborder les marchés, d'aborder la distribution. Là, vraiment une manière de travailler qui intègre plus des relations avec des équipes marketing, des équipes produits. On est moins aujourd'hui sur ce qu'on faisait auparavant, où on avait un produit d'assurance qui était développé pour une activité. Là, on a vraiment une capacité de produire des produits d'assurance très segmentés, très adaptés aux différentes cibles qu'on adresse. Donc ça, c'est un point important parce que dans la stratégie d'implémentation des solutions dans le système d'information, il faut bien sûr être en capacité de traiter toutes ces demandes. Là, c'est le deuxième chantier, c'est comment on peut, sur des canaux de distribution très variés, B2B2C, B2B, B2C, avec des produits qui vont de l'auto, de la flotte automobile, multirisque habitation, garantie accident de la vie, comment on peut traiter ces différentes, pas problématiques, mais ces différents challenges dans un seul système d'information, parce que bien sûr, l'idée, c'est pas de démultiplier les systèmes d'information. Ce sera impossible à gérer. Troisième chantier, qui est toujours en cours et qui est important,
pas le moindre, c'est une transformation je dirais, agile à l'échelle de la société. Alors la société est assez petite, hein. C'est Altima, c'est à peu près 160 personnes au total, sur tous les métiers. Altima, on dit toujours Altima, mais il y a deux Altima, il y a un courtier, il y a un assureur, donc on est compagnie d'assurance et on est courtier. Ce qui nécessite pour tous mes collègues d'avoir la capacité de traiter l'ensemble des problématiques d'une compagnie d'assurance, au sens opérationnel comme au sens réglementaire, ce qui n'est pas le moindre des challenges. Donc voilà. Donc l'idée c'est bien au travers de cette organisation-là, d'aligner les forces, d'aligner les compétences pour pouvoir avoir des modes de collaboration beaucoup plus efficients. Et puis en préservant et en accélérant notre capacité de delivery sur nos différents marchés. Donc ça c'est un challenge qu'on a lancé en avril-mars dernier et qu'on continue à déployer. Justement, peut-être pour revenir sur un des points, c'était le point 2 là, sur la diversité aussi de votre distribution, parce que vous adressez à des acteurs, on va dire de toute taille, hein. Il y a des grands partenaires, dont votre actionnaire, bien évidemment Maïf, ça dépasse le partenariat, mais également des partenaires de toute petite taille, des fintech, des acteurs qui ne sont pas du monde de l'assurance, etc., dont des acteurs historiques comme les constructeurs automobiles. Comment vous faites pour apporter, vous adapter à cette diversité grandissante, cette atomisation de la distribution de vos produits finalement, dans ce cas précis? Alors c'est vrai que dans les partenaires qu'on adresse, on a des sociétés de taille conséquente, bien sûr. On distribue et on crée des produits pour le groupe Viv, par exemple, sur de l'assurance étudiante. Et puis à l'opposé du scope, on a des toutes petites startups, 2-3 personnes avec qui on travaille, qui apportent une réelle valeur sur le marché, qui sont pas toujours expertes du monde de l'assurance, et qui, comme je le disais, embarquent du réglementaire, des pratiques assez particulières qu'il faut connaître, du moins. Donc l'idée, et ça c'est quelque chose qui est assez, qui fait un peu l'âme de la société, qu'on a toujours travaillé, c'est d'associer l'ensemble des équipes, l'ensemble des compétences à tous les projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Altima, et ça a toujours été vrai, il n'y a pas une personne qui peut dire à un moment donné, non, moi je n'ai jamais travaillé sur un projet d'offre, un projet de gestion, un projet réglementaire. Tout le monde travaille sur les projets, qu'on soit conseiller vendeur, conseiller gestion sinistre, qu'on soit informaticien, au marketing, à la conformité, à la comptabilité, tout le monde travaille sur les projets, apporte sa valeur ajoutée, en plus de son travail au quotidien, apporte sa vraie connaissance métier et peut la partager avec tous les acteurs. Alors après, c'est vrai que c'est souvent un peu un grand écart que d'aller travailler avec des acteurs de toute taille, et il faut essayer de s'adapter. Les connaissances, les compétences sont très variables d'une société à l'autre, bien sûr. Alors, Nicolas, moi j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Moi je retiens trois grands piliers, trois grands axes sur lesquels repose votre stratégie. L'agilité, vous avez utilisé le mot agilité plusieurs fois dans votre propos, la capacité d'adaptation et globalement l'innovation. On va dire que c'est les trois grands pans de l'ADN d'Altima. C'est ça, oui. Comment ces trois piliers aujourd'hui transparaissent d'un point de vue système d'information? Alors, système d'information, comme je l'expliquais... Des piliers fondateurs. Est-ce qu'il y a des piliers fondateurs sur lesquels vous vous reposez pour construire un système d'information qui sous-tendent votre stratégie? Ce qu'on a essayé de faire, alors on ne prétend pas détenir une recette magique, bien sûr. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir, je dirais, des patterns, des manières de faire qui soient partagées et qu'on essaie de systématiquement respecter. Alors, un des points forts de notre rachat par le groupe Maïf, c'est que ça a permis à la société de se doter d'un système d'information qui est le système d'information dont on a toujours rêvé chez Altima. Donc là, on essaye de le faire, de le construire, et on est parti sur des principes qu'on avait un peu expérimentés avant, qui sont assez simples en réalité. C'est du bon sens. Le premier,
c'est quand on construit un système d'information, c'est un assemblage de composants techniques. Alors moi, je suis plutôt d'une formation plutôt commerciale, commerciale gestion, pas technique. Mon esprit, c'est plutôt d'essayer de trouver les meilleurs composants qui vont permettre de bâtir le système d'information. Et puis de faire en sorte que ces composants, ça peut être un logiciel de gestion, une brique technique, peu importe, sans rentrer dans le détail, répondent à un besoin fondamental. Le système, le composant, la brique technique qui fait tout, ça, généralement, on essaye d'éviter de l'intégrer parce que on se retrouve avec des effets de bord qu'on maîtrise pas. Et puis, ça permet pas d'avoir un maintien en condition des systèmes. Donc ça, c'est un composant, un besoin majeur. Et on essaie de prendre le composant de référence ou un composant qui a fait ses preuves. Deuxième point, c'est il faut faire fonctionner bien sûr tous ces composants ensemble. C'est la base, c'est la base de l'intégration et c'est une des raisons notamment pour lesquelles on a choisi la plateforme Mulsoft. Tous ces composants doivent être APIsés. Alors c'est le mot à la mode, c'est un peu tarte à la crème, mais non, c'est important. C'est vraiment par là qu'on va pouvoir apporter de la valeur business en interne, à nos collègues, ça peut commencer par là, mais aussi à nos partenaires. Les composants doivent être APIsés pour les fonctionnalités de base qu'ils embarquent. Si j'ai un logiciel qui, gère de l'assurance, des produits d'assurance, il doit exposer des API de tarification, des API pour faire des devis, des contrats, des avenants, etc. Donc ça, c'est la base. Et que ça soit des composants pour faire de l'éditique, de l'envoi de mail, de la relation client, de la téléphonie, tout doit être APIsé. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste parce que c'est un vecteur fort d'investissement de la société. Et puis, après, il faut agréger tout ça, tout mettre en musique et l'exposer. Donc là, on fait appel à différents patterns d'architecture, donc Mulsoft, mais aussi on a aussi d'autres manières de faire qui sont un peu plus conventionnelles, mais qui fonctionnent très bien. Ça dépend aussi du partenaire qu'on a en face de nous. On a des partenaires qui sont pas techno du tout, ils sont plutôt capables de nous envoyer. Je parlais des petites startups, des fichiers Excel. Il faut intégrer du fichier Excel de manière industrielle, comme il faut intégrer des API de manière industrielle d'un partenaire majeur. Et troisième point vraiment clé, pour éviter d'avoir des effets tunnels en projet, c'est les composants doivent être le plus paramétrables possible. Et paramétrables selon leur nature par des techniciens, des développeurs, des intégrateurs, ou même paramétrables par des métiers. Et c'est vrai que c'est un point fort, c'est un peu comme ça qu'on avait commencé à l'époque, on doit être en capacité chez Altima de paramétrer un produit, de paramétrer un tarif, de paramétrer un process, paramétrer un serveur vocal interactif, vous voyez, un peu tout ce qu'il y a derrière une offre d'assurance, une distribution. Et ça, on veut absolument le faire par paramétrage, le plus possible, parce que ça permet de renvoyer à nos métiers qu'on associe au projet, de leur renvoyer cette capacité à faire. Ça permet de décharger les équipes techniques de ces travaux-là, qui sont pas vraiment des travaux techniques, et puis ça permet surtout d'accélérer et d'aller super vite. Donc ça, c'est vraiment les 3 points clés. C'est urbanisation, la bonne brique pour la bonne fonction, APIisation et paramétrage. Et puis après, bien sûr, ça doit être sécurisé, redondant, disponible. Mais les 3 points clés sont ceux-là. Ok. Et pour aller un peu plus loin là, sur le sujet de l'APIisation qui nous intéresse, parce que directement lié à votre business model, et l'assemblage des produits ou la mise à disposition de ces produits-là à vos partenaires. Aujourd'hui, comment vous les mettez à disposition de ces acteurs tiers, ou pas tiers d'ailleurs, comme vous le disiez, même de l'interne finalement. Je crois qu'on avait parlé d'un portail d'API. Expliquez-nous un petit peu comment votre vision par rapport à ça. En fait. Alors, la stratégie d'APIisation, disons, on a commencé à refaire le SI, en réalité c'était fin 2014, et on a engagé notre stratégie d'APIisation mi-2015. Vous voyez, donc on a vraiment, ça s'est fait vraiment conjointement. Ça a vraiment été un axe fort d'investissement et de travail chez nous. Il y a eu une progression, une prise de conscience de comment il fallait faire. C'était pas inné, c'est pas si évident que ça. Ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a développé des API où on exposait plutôt ce que ça allait faire notre logiciel. Notre logiciel, c'est faire un tarif, c'est faire un devis, un contrat. Donc,
enregistrer un sinistre. Donc on exposait ça un peu bêtement, et puis sans se poser plus de questions, mais on était content et ça marchait. Et ça marche toujours parce qu'on a toujours des systèmes comme ça qui sont en production. Alors quand on a un partenaire, ça va. Quand on en a deux, ça va. Quand on commence à les multiplier et que chacun de nos partenaires nous demande des variantes, hein, sans rentrer dans le détail, mais des variantes des API, etc. Donc on se retrouve à développer, dupliquer N API qui sont toujours un peu les mêmes. Hein. Faire un tarif en auto, c'est faire un tarif en auto, mais il faut le dupliquer pour tous les partenaires. Et après, il faut le maintenir, le faire vivre, etc. Donc on s'est dit, bon, exposer le progiciel, c'est pas une bonne solution, ou les développements spécifiques qu'on fait, parce que on expose notre complexité, c'est pas la philosophie d'une API, c'est pas ça. Ça nous génère un maintien en conditions opérationnelles dingue, on n'arrive pas à suivre, clairement. On est quand même que 160 pour faire tout ça, y compris solvabilité 2. Donc ça pose quand même 2 ou 3 difficultés. Et puis l'expérience qu'on apporte n'est pas terrible parce que mes partenaires, ça les intéresse pas de savoir que j'ai pris tel ou tel logiciel et puis les contraintes inhérentes. Donc on a commencé à réfléchir, on s'est dit un peu comme on avait fait il y a quelques années sur la capacité de paramétrer des produits et des tarifs, on s'est dit mais il faudrait qu'on arrive à paramétrer des API, les rendre un peu génériques et puis par paramétrage, les adapter à chacun de nos partenaires, de nos business models. Donc, c'était un peu ça qui sous-tendait la réflexion. Et là, on a cherché des solutions. On s'est dit, est-ce qu'on développe, est-ce qu'on va sur le marché et on choisit une solution qui nous paraît la meilleure. Donc, c'est un peu le choix qu'on a fait là aujourd'hui. On s'est dit, bon, voilà, on n'a pas le temps de développer des briques techniques parce que là, notre métier, c'est de faire de l'assurance, c'est pas de faire de la techno. La techno sert à faire de l'assurance, faut pas perdre cet objectif de vue. Et dans la philosophie du système d'information, plutôt on prend la meilleure brique qui nous semble être la meilleure brique. J'espère qu'on a fait le bon choix. On prend la meilleure brique et on l'utilise pour ce qu'elle sait faire de mieux. Bon, allons-y, on part là-dessus. Donc c'est un peu le choix qu'on a fait. Et ce qui nous a intéressé dans cette solution, c'est d'être capable d'intégrer, je dirais un peu en 3 couches, hein, les API socles de nos logiciels, d'en faire une API qui corresponde à un business case, un besoin métier. Je fais un devis d'assurance auto, une déclaration de sinistre habitation, par exemple. Et puis après, de le versionner, de le multiplier par paramétrage auprès de nos différents partenaires ou nos différents systèmes qu'on a aussi en interne. Donc voilà un peu comment on essaye d'appréhender cette vision-là de l'API en enrichissant l'API qu'on offre à nos partenaires de plusieurs services comme de l'éditique, de la mise en jet, enfin il y a plein de choses qu'on peut, de l'enrichissement de données qu'on peut faire pour apporter un service le plus complet possible. Ouais, donc réellement une stratégie, on va dire, d'industrialisation. Enfin, c'est ce que j'avais décrit avec ces 3 couches et la typologie d'API qui va avec, d'industrialisation de cette stratégie autour des API, mais également donc, si j'interprète un peu ce que vous venez de dire, hein, aussi une volonté de mettre en avant ces API que vous avez conçues, plus intelligentes que les API de base de couche basse, hein, on va dire, hein, et plus faciles à utiliser, et donc peut-être de les marketer également par la même occasion à vos partenaires ou de les pousser à vos futurs partenaires peut-être par la même occasion. C'est vrai que au départ on a un peu travaillé l'exposition de ces API, parce qu'on s'est dit bon là les faire c'est bien, mais si toutes les personnes qui veulent les utiliser passent leur temps à nous téléphoner, on va pas y arriver. Et donc est venue très rapidement l'idée d'exposer un portail. Alors c'est un peu sommaire encore aujourd'hui, mais bon, ça marche, ça existe. Tout le monde vous invite d'ailleurs à aller le voir. Hein. Alors il faut demander un code quand même, on vous le donnera volontiers. Il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, je crois qu'on va faire sauter le code parce qu'il n'y a rien à cacher d'ailleurs. Ce qu'on veut cacher, on ne mettra pas, bien sûr. L'idée, c'était un peu de dire à nos partenaires, écoutez, allez sur le portail API, regardez ce que vous pouvez faire, et puis s'il y a vraiment besoin, eh bien on y va ensemble, et puis on commence à discuter. Donc on a plutôt exposé pas mal de choses. On s'est un peu cherché, bien sûr, hein, sur la manière de faire. On a regardé un peu ce qui se fait. Alors, il y a des super portails qui existent, qui sont vraiment très riches. Bon, le nôtre commence à être bien, mais on peut encore aller plus loin. Et puis, il s'est passé quelque chose d'assez marrant. C'est qu'un jour, on a eu
comme on a lancé quelques offres innovantes, donc vous imaginez que ça draine un peu de trafic en termes de demande de partenariat au niveau du groupe. Et puis, il y a une start-up qui s'est manifestée, qui parle l'intermédiaire de notre directeur général. Alors, le directeur général d'Altima, Florent Villain, est aussi directeur de super étroite entre les deux structures. Et puis, Florent a été contacté par Lovis. Lovis, vous avez peut-être entendu parler, une start-up qui commence vraiment à se faire un nom dans l'assurance. Et le premier échange qu'on a eu avec Lovis, avec leur lead dev, c'était bon, voilà, Nicolas, montrez-moi ce que vous savez faire. Bon, ok, pourquoi pas. Je dis, ben voilà, on a un portail d'API. Alors, j'y suis allé un peu modestement parce qu'on ne savait pas trop où nous mettez les pieds, mais je dis, ben regardez ce qu'on sait faire et puis vous nous direz. Et en fin de compte, on a engagé une relation partenariale. Donc, Lovis commercialise des produits d'assurance portés par Altima au travers de notre plateforme d'API. Bon, je pense que si il n'y a pas que l'API qui a fait le choix d'Altima, il y a plein d'autres choses. Mais je pense sincèrement que ça a été vraiment un vecteur d'accélération. Ils cherchaient un partenaire capable de se brancher. C'était ça la demande. Donc nous, on était un partenaire capable de se brancher. Ok. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et c'est assez pour illustrer mon propos. Alors c'est pas un fake. Ça s'est passé ce matin. Ce matin, on a une autre société qui est venue sur notre plateforme d'API, qui a regardé un peu ce qu'on était capable de faire. Et puis qui nous a envoyé un message pour nous dire, ben voilà, moi je travaille avec des réseaux de distribution automobile, on vend 10 000 voitures par an et on veut se brancher avec vous pour faire un produit d'assurance automobile. Alors comme quoi, ça n'arrive pas tous les jours, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à penser en termes de comme vous le disiez, Vincent, de marketer un peu les API et le savoir-faire de la société. Ouais. Alors ça m'amène peut-être une question. Peut-être un peu de prospective. Il y a des gens qui viennent frapper à votre porte aujourd'hui pour se connecter à vos API et faire de Altima un partenaire de leur activité première. Est-ce qu'on peut envisager un business model qui reposerait sur l'API? C'est le terme à la mode, mais est-ce qu'on pourrait jusqu'à imaginer la monétisation des API ou d'autres axes d'innovation autour de ce thème? Alors, le business model d'Altima, c'est avant tout d'être une compagnie d'assurance. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus se perdre sur tous les sujets. C'est avant tout d'être une compagnie d'assurance, de sélectionner des partenaires, des produits d'assurance, vendre des contrats et des contrats avec des résultats techniques équilibrés. Vendre des contrats, mais pas de perte d'argent non plus. Donc, faut rester sur ce qu'on sait faire et ce pourquoi on existe. Après, c'est important pour nous. Donc, je pense pas on va modéliser, faire un plan pour on peut acheter des crédits d'email, de SMS, des choses comme ça. C'est pas notre métier. Par contre, c'est important pour nous, c'est ce qu'offre un peu notre architecture aujourd'hui, c'est d'être en capacité, je dirais, de voir la consommation, le trafic, de gérer la sécurité, de gérer des quotas, de dire bon voilà, vous avez le droit à 10 000 appels pour faire des tarifs, pas 2 millions. Parce que derrière, il faut quand même dimensionner une infrastructure, une capacité de résilience. Et ça permet aussi de juguler un peu la distribution si on veut éviter d'aller sur des canaux qui sont potentiellement à risque d'un point de vue assurantiel. Mais le but, c'est pas aujourd'hui de vendre du service de tarification, de vendre du service de l'IT à la demande. C'est pas le but de la société. Mais ça permet aussi de valoriser auprès de nos partenaires, de dire, vous voyez, on vous expose notre système d'information, on vous permet d'utiliser notre système d'information. Alors, les modèles sont très très variés d'un partenaire à l'autre. Ils utilisent tout ou partie, c'est vraiment une granularité assez fine, mais ça permet effectivement ce qu'on travaille avec un partenaire, à un moment donné, il y a une discussion sur les commissions qui sont versées. Ça permet de mettre ça un peu dans la balance, tout simplement. Donc il faut avoir ces métriques, c'est important. Il faut toujours avoir ces métriques, soit pour faire du capacity planning, soit pour ne serait-ce qu'avoir une discussion saine sur les coûts engagés avec nos partenaires. C'était un peu le sens de ma question. L'API, c'est le dernier maillon de la chaîne, mais il y a une partie de vos systèmes d'information qui est potentiellement utilisée et que vous financez pour le business de vos partenaires. C'est ça, complètement. Ok.
Eh bien, merci Nicolas. Je pense qu'on arrive à la fin du temps consacré à cette présentation. Je pense qu'il nous reste un peu de temps pour prendre quelques questions. Bon, bah, allons-y. Alors, première question. On revient sur le sujet à la mode. Croyez-vous un modèle d'API mutualisé en open source pour le domaine de l'assurance? En modèle d'API, je sais pas. Ce que j'ai remarqué sur le marché, quand on a refait notre système d'information, on a commencé donc les travaux de recherche, c'était mi-2014 de mémoire, avant qu'on lance les travaux, et on s'est dit qu'est-ce qu'il y a sur le marché, toujours dans notre réflexion, dire quelles sont les meilleures briques sur le marché à l'heure actuelle, hein, pour porter des contrats, pour gérer des sinistres, pour tarifer, enfin, etc. Donc on avait déjà des composants chez Altima, on s'est dit qu'est-ce qu'on prend sur le marché, qu'est-ce qu'il y a. Alors le marché est pas très, à l'époque il n'était pas très très large, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques solutions avec qui on travaillait déjà. Des solutions très industrielles, très à taille importante, qui n'étaient pas adaptées à la taille d'Altima. Donc, clairement, Altima reste quand même une PME, donc des moyens financiers certes, mais quand même assez limités. Hein. Et puis une capacité, il faut être en capacité d'intégrer un partenaire IT de type, je pense, Guidewire par exemple. Voilà, c'est pas du tout adapté à la taille d'Altima. Donc on a regardé sur le marché, il n'y a pas quand même, il y a peu de solutions. Et des solutions open source. Alors, il y en a une que j'ai découvert depuis, mais qui est pas tout à fait dans la philosophie de ce qu'on souhaite faire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire, un peu à l'instar de ce qu'a fait Maïf, hein, sur des briques qui ont été mises en open source et qu'on utilise d'ailleurs dans le système d'information. Hein. Je pense aux briques qui permettent de gérer RGPD, par exemple, de gérer les emails, etc. Donc, il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des choses à faire, à mutualiser. Mais pour autant, aujourd'hui, c'est pas un axe de développement chez Altima. On est focus sur les lancements d'offres qu'on a à faire pour le compte du groupe. Il y a une question également là qui forcément allait sortir, qui est la question du moment, comme on dit, d'actualité hein, complètement, autour du Covid, enfin de la Covid, excusez-moi. Je vais avoir du mal à le dire. Sur l'impact finalement, sur votre activité, que ce soit même organisationnellement, mais plus globalement, même sur l'activité de la société en tant que telle, quoi. Alors, je vais répondre de deux manières, parce que j'ai deux casquettes, hein, comme je vous disais, quand je dans la société. Hein. Sur l'angle IT, comme Altima, il n'y a qu'un site, c'est Choret. Donc notre plan de continuité d'activité immeuble, hein, PCA immeuble, portait sur le télétravail. Qu'on a dit ça, c'est bien. Est-ce que ça marche à l'échelle de manière un peu impromptue, parce que ça s'est quand même fait assez rapidement, hein, le confinement, là, le 16 mars dernier. On l'a tenté, ça a marché parce qu'on a réussi à mettre la société en télétravail en 3 heures. Et je parle bien de toute la société, hein, l'ensemble des collègues. Mais en fin de compte, on n'a pas fait tout à fait ce qu'on avait prévu. Mais bon, peu importe, ça a marché. Ça, c'est la première chose. Après, donc un point de vue IT, ça marche. Ça marche, mais il y a eu quelques petits ajustements. Mais globalement, quand du taux d'accueil téléphonique, moi c'est un indicateur clé chez nous. Habituellement, on est à 93-94% par jour de taux d'accueil, c'est-à-dire qu'on prend 94% des appels téléphoniques, on en perd 5% à peu près, 4-5% en moyenne, et ce jour-là, on était à 87%. Donc je pense qu'on peut considérer que l'objectif était atteint. Parce que les autres jours, après, on a récupéré notre retard. Par contre, effectivement, bon, les flux ont fortement baissé, hein, mais ça, c'est le cas de tout le monde. Flux business, flux sinistre, etc. Ça, c'est le cas de tout le monde. Après, le Covid, sur l'activité projet de la société, donc on a fait comme les collègues hein, de toutes les sociétés du coin, du Microsoft Teams de 8h du matin à 19h le soir. C'est bien, ça marche, mais ça permet pas d'avoir tous les liens, les relations, je dirais interpersonnelles qu'on peut avoir dans une société, qu'on se croise dans le couloir, à la machine à café, en salle de réunion, etc. Donc ça a eu un impact quand même sur, je dirais, la synchronisation du travail,
Là, on a vraiment eu quelque chose d'assez paradoxal à mettre en place, mais c'est de créer des réunions pour discuter de tout et du rien, pour remettre du lien et puis remobiliser ceux qui étaient dans des situations un peu plus difficiles, parce que tout le monde n'a pas un bureau chez lui bien installé. Voilà, on avait des collègues qui travaillaient sur la table de la cuisine, tout simplement. Donc, il a fallu recréer tout ça. À l'échelle d'Altima, c'est plutôt facile à faire. Il faut vouloir le faire, il faut se poser la question. Mais c'est plutôt facile à faire, ce qui n'est pas toujours évident dans une grande société. Très bien. Quelques questions d'internautes, si vous voulez bien. Alors, la première question, croyez-vous à un modèle d'API mutualisé en open source dans le domaine de l'assurance? Mais ça, je croyais que j'avais. On a déjà fait celle-là. Oh, pardon. Eh bien, celle-là, on ne l'avait pas encore faite. Je peux répondre si vous voulez vérifier. Pardon. Ça, non. Donc, la deuxième question. Alors, deuxième question, pardon. Est-ce qu'il est possible d'intégrer des briques ou des outils développés par des startups? Par exemple, je pense à French AssureTech, qui est un accélérateur local, dans vos systèmes d'information. Ah ben bien sûr, ouais, complètement. Il faut que ça réponde aux patterns que j'ai expliqué tout à l'heure. Il faut que ça soit apaisé. Après, que ça soit en cloud, en premise, peu importe la techno, la multiprise avec laquelle on branche, c'est une API. Voilà, c'est la règle de base. Donc oui, et d'ailleurs on réfléchit à pas mal de choses parce que sur la connaissance client, il y a des composants. Je parlais d'enrichissement de données aussi tout à l'heure. Il y a plein de composants à aller chercher sur le marché pour pouvoir soit connaître nos clients, ce qui est aussi une contrainte réglementaire. Sur les flottes automobiles, c'est rapatrier le parc d'un prospect ou d'un assuré avec son numéro de sirène, c'est interroger le fichier Agira pour connaître la classification des véhicules. Enfin, il y a énormément de choses à faire avec des API pour enrichir le modèle. Donc, ça peut être sur de la détection de fraude, ça peut être sur plein de choses. Donc, oui, on est partant, bien sûr. Ok, très bien. Merci messieurs, merci pour ce webinaire. Désolée pour les petits couacs, mais je pense qu'on est tous assez fatigués après ces 4 journées de live. Merci beaucoup et c'est la fin de nos 4 jours de live session. Ça a été un grand moment, je pense, pour nous tous. Donc merci beaucoup. On a été heureux de partager avec vous de nombreux débats, des webinaires, des pitchs, un job dating, des rendez-vous d'affaires. Donc, on a une grosse programmation, plus de 90 intervenants, 20 heures de live. Donc, vous comprenez pourquoi on est fatigué. Et donc, un grand merci à tous. Merci à nos intervenants, évidemment. Merci aux co-organisateurs, à nos partenaires et sponsors. Et puis, j'ai une petite dédicace particulière pour mon compère Alexino, avec qui on a œuvré sur ces live sessions. Et puis une autre dédicace toute particulière à notre régie technique, Stéphanie Bréard et sa société Start & Com. Et puis elle aussi, elle a 2 compères, David Nani et puis Nicolas Riffaut. Donc merci beaucoup à eux. Toutes les interventions seront accessibles dès lundi en replay sur le site des live sessions. Donc on espère vous retrouver très vite et puis à l'année prochaine. Et suivez-nous sur les replays. À très bientôt. Merci à vous encore une fois. Au revoir. Nicolas.